Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir avec vous plus en détail la manière dont on va investir en bourse via les ETF. Alors, je vais déjà reprendre l'explication que je vous avais déjà présentée pour vous expliquer à quel moment ça peut être pertinent d'investir en bourse via des ETF. Donc, je vous avais déjà présenté cette slide sur une précédente vidéo où voilà, je vous expliquais qu'en fait, quand vous souhaitez investir en bourse, il y a deux grandes manières de faire. Soit vous sous-traitez ces investissements, donc c'est ce que font 95% des gens qui investissent en bourse, c'est-à-dire ils achètent ce qu'on appelle des unités de compte via l'assurance vie ou des fonds communs de placement via assurance vie ou PEA. Voilà, donc ça c'est vraiment la première manière de faire, vous sous-traitez, mais comme on l'a vu dans la précédente vidéo où je vous conseillais fortement d'investir par vous-même en bourse, en fait le gros inconvénient de sous-traiter c'est que dans 95% des cas, vous allez faire moins bien que le marché puisque les professionnels vont vous prendre des frais importants tous les ans dans la gestion de votre portefeuille. Donc la deuxième approche, et donc ce que je vous conseille, c'est de faire de l'approche directe, c'est-à-dire d'acheter vous-même les actions. Et là, donc, ce qu'on avait vu également, c'est que vous avez deux grandes manières de faire lorsque vous achetez vous-même les actions. Soit vous avez le temps et vous faites ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire vous allez choisir vous-même les valeurs et acheter directement des actions. Dans cette deuxième colonne, où c'est quand on a du temps, et donc après, bon, il y a bien sûr plusieurs manières de faire. En fonction de la diversité, de la volatilité que vous êtes prêt à encaisser, du rendement que vous recherchez. Mais là, le but, ça va être de faire du coup un peu mieux que les indices, de faire ce qu'on appelle de la surperformance. Soit vous n'avez pas beaucoup de temps et à ce moment-là, vous allez acheter des paniers d'actions pour dupliquer des indices. Et là, c'est ce qu'on appelle les ETF. Donc dans cette première colonne-là, où je vais vous présenter qu'il y a différents types d'ETF que vous allez pouvoir acheter. Mais voilà, le gros intérêt de l'ETF, c'est que vous allez pouvoir très rapidement être très diversifié au sein de vos investissements, tout en ayant une gestion du quotidien qui est extrêmement courte, puisque voilà, il vous faut moins d'une heure par mois pour pouvoir gérer vos ETF en direct. Si vous voulez simplement les suivre, et vous allez voir qu'avec un ou deux ETF, vous pouvez très bien, ça peut être dans un certain nombre de cas, être suffisant pour construire votre portefeuille. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de vous expliquer brièvement à quoi correspond un ETF ou un tracker, hein, c'est la même chose. Après, on verra les avantages et les inconvénients. Le troisième point, on verra comment choisir ces ETF. Et enfin, je vous montrerai un ou deux exemples d'ETF pour que vous puissiez voir voilà, très concrètement comment ça fonctionne, comment on les analyse et comment on va les acheter tout simplement directement en bourse. Donc déjà, juste sur qu'est-ce qu'un ETF. ETF, ça veut dire Exchange Trend Funds. Donc en fait, c'est un fonds commun de placement dans lequel on va placer en fait, on va chercher à dupliquer un indice. Donc par exemple, un ETF CAC 40, le fonds commun de placement va essayer tout simplement de faire exactement la même performance que le CAC 40 en achetant les 40 actions qui composent l'indice. Donc c'est vraiment très simple à comprendre. Donc le but, c'est comme je l'indique sur cette deuxième ligne, c'est de répliquer un marché. Donc là, je parlais du marché action, qui est bien sûr l'intérêt dans cette vidéo, dans les explications que je vous donne. Mais vous pouvez très bien aussi avoir des ETF, des trackers plutôt obligataires ou sur les matières premières. Voilà, donc vous avez également accès à d'autres produits qu'uniquement le marché des actions. Et enfin, juste pour information, vous avez deux types de réplication. Vous avez ce qu'on appelle la réplication physique, où là, en fait, l'ETF va acheter, l'émetteur qui fabrique l'ETF achète directement les valeurs qui composent l'indice, ou alors synthétique, alors là c'est un petit peu plus technique, c'est-à-dire que l'émetteur ne va pas acheter les actions qui composent l'indice, mais va acheter d'autres actions en fonction de ce qui l'intéresse des réglementations, et va utiliser un swap avec un autre émetteur, avec un autre organisme financier. Alors encore une fois, c'est un peu technique, mais c'est juste pour comprendre qu'il y a un échange de performance avec un autre organisme financier pour qu'à la fin, la performance du fonds soit identique à l'indice cible. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que 80% des ETF sont des ETF à réplication physique. Le synthétique peut être intéressant dans un certain nombre de cas qu'on verra tout à l'heure, notamment pour être éligible au PA tout en accédant à d'autres marchés que le marché européen, mais on le voit juste après. Alors, les avantages et les inconvénients des ETF, vous allez voir qu'il y a quand même majoritairement des avantages. Donc, le premier avantage, évidemment, c'est que c'est coté en bourse comme des actions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, via votre broker, via votre banque en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, vous allez pouvoir acheter et vendre directement les ETF sur le marché très simplement. Le deuxième intérêt, c'est que, comme je disais, c'est un panier d'actions, l'ETF, puisque vous répliquez un indice. Et du coup, vous allez tout de suite, très rapidement, avec l'achat de 1 ou 2 ETF, vous allez être très diversifié.
tant d'un point de vue secteur que géographique en fonction de l'ETF que vous choisissez. Voilà, donc vous allez tout de suite avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'actions au sein de votre ETF. Donc vous êtes tout de suite très diversifié. Vous avez des frais qui sont très faibles, puisqu'en moyenne, il y a 0,25% de frais sur les ETF. Donc c'est bien plus faible que ce qu'on avait vu lors de la précédente vidéo, où sur la majorité des fonds communs de placement, vous êtes plutôt à 2%. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les ETF, dans 95% des cas, vous ferez mieux qu'un fonds commun de placement géré par un professionnel. Donc c'est quand même la principale raison pour laquelle je vous conseille de regarder de près ces véhicules d'investissement. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que la majorité d'entre eux sont éligibles au PE. Alors évidemment, c'est dans le cas où ça suit un indice qui est européen. Ou alors, comme je disais, avec les ETF synthétiques, vous allez pouvoir également accéder à du marché hors Union européenne au sein du PEA en achetant des ETF synthétiques qui vont par exemple répliquer l'indice des marchés américains ou russes ou des pays émergents, etc. Donc ça, c'est également très intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier du gros intérêt fiscal du PEA tout en étant même complètement diversifié hors de l'Union européenne. Et enfin, vous avez également accès à des produits plus exotiques, éligibles au PEA aussi, comme de l'effet de levier, du short sur indice, c'est-à-dire vous allez vouloir répliquer l'inverse de l'indice. Et ça peut être également dans un certain nombre de situations éligibles au PEA. Voilà, donc ça vous fait pas mal d'avantages. Il y a quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'évidemment, vous ne ferez pas mieux que la moyenne du marché. C'est-à-dire, par exemple, si vous achetez l'ETF CAC 40, ben vous allez répliquer l'indice CAC 40 et donc vous ne ferez pas mieux que sa performance sur le long terme. Alors que quand vous choisissez vous-même vos actions, le but, ça va être de faire de la surperformance, même si en réalité, c'est très compliqué de faire beaucoup mieux que les indices. Mais bon, ça vous donne cette possibilité-là. Avec les ETF, évidemment, vous serez limité à ce que fait la bourse dans sa moyenne. Mais ce qui peut quand même malgré tout être très bien, puisque sur des horizons d'investissement de très long terme, la bourse fait entre 7 et 8% de rendement par an, donc ça reste tout à fait confortable. Le risque, il peut y avoir également un risque de liquidité, étant donné que vous allez acheter et vendre des ETF qui eux-mêmes sont composés de paniers d'actions. Si il y a un moment, il y a un crash très important sur la bourse, sur une période très courte, il peut y arriver qu'il y ait des émetteurs qui ferment l'achat et la vente d'ETF. Mais on va dire que ce risque-là, bon déjà d'une part, il est très limité. Ça pourrait arriver sur une période de quelques heures ou quelques jours. Mais je dirais qu'il est comparable au risque de liquidité qu'il peut y avoir tout simplement sur les actions en elles-mêmes. Donc je dirais que le risque est identique. Et enfin, un dernier inconvénient, c'est uniquement sur les ETF exotiques, notamment les ETF à effet de levier, être prudent sur les risques qu'il peut y avoir, notamment voilà, à partir du moment où vous prenez des ETF à levier, il y a ce qu'on appelle le bêta slippage, c'est-à-dire que votre performance va être moins bonne qu'un réel levier à x2 ou x4. Donc voilà, ça c'est également des concepts un peu plus techniques, mais simplement être un peu plus prudent sur les ETF exotiques. Moi je vous conseille quand même de rester sur des ETF plus traditionnels où vous allez simplement essayer de dupliquer un indice. Alors maintenant, comment choisir un ETF ou un tracker? Encore une fois, c'est la même chose. Lorsque vous allez vouloir acheter des ETF, ben, on va dire qu'il y a une première sélection à faire un petit peu comme les actions. C'est-à-dire que vous allez choisir le marché cible, les pays cibles, éventuellement le secteur d'activité cible, puisque vous pouvez acheter des ETF sur des indices de marchés donnés, de pays donnés ou de continents, mais vous pouvez également acheter des ETF sur des secteurs d'activité donnés, voire même sur des styles de gestion particuliers, plutôt de la gestion value, plutôt de la gestion dividende, plutôt de la gestion croissance. Donc il y a des ETF également qui sont spécialisés sur ces thématiques-là. Donc là, voilà, là il y a déjà un premier choix à faire en fonction de l'exposition que vous voulez avoir sur le marché. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de privilégier les ETF avec des gros encours sous gestion. Pourquoi? Puisque comme une action, vous allez devoir acheter et vendre cet ETF. Plus l'encours sous gestion est important, plus vous aurez des acheteurs et des vendeurs à un instant T. Et donc, plus ce sera facile de rentrer et de sortir. Bon, on va dire que la grosse majorité des ETF ont quand même une liquidité qui est largement suffisante pour un investisseur particulier. Mais voilà, si vous hésitez entre deux ETF qui répliquent le même indice, ça peut être intéressant de prendre celui qui a un encours sous gestion le plus important. Le troisième point, lorsque vous choisissez un ETF, c'est de bien vérifier les frais courants sur l'ETF. Donc comme je disais, en moyenne, c'est 0,25% par an. Mais voilà, ça peut arriver que surtout sur les ETF un peu plus exotiques, que les frais soient plus importants. Je vous conseille systématiquement de vous limiter à 0,3.
Sinon, bon, vous perdez un peu l'intérêt de l'ETF et autant à ce moment-là acheter vous-même directement les actions sur le marché. Et enfin, la quatrième chose, c'est évidemment lire la documentation. Bon, mais ça va de soi. C'est-à-dire avant d'acheter tout ETF, lisez quand même un peu la documentation associée pour vous assurer de la manière dont il réplique l'indice, si c'est un ETF synthétique ou physique, quelles sont les principales positions de l'indice, etc., que vous compreniez un peu son mode de fonctionnement, et également si c'est un ETF à capitalisation ou à versement de dividendes, puisque l'ETF va évidemment bénéficier des dividendes des actions qui sont en portefeuille, et donc après il y a des ETF qui vont vous verser des dividendes, c'est-à-dire qui vont détacher un dividende une fois par an ou deux fois par an, ou d'autres qui vont capitaliser, c'est-à-dire que le cours de l'ETF va du coup croître un petit peu plus vite que l'indice, dans le cas du CAC 40, où l'indice, comme vous le savez peut-être, n'intègre pas les dividendes par défaut. Voilà, donc maintenant ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer des exemples. Donc deux exemples, un ETF CAC 40 et un ETF Monde, sachant que finalement c'est le plus simple. C'est-à-dire vous avez là, comme je l'indique, vous avez deux grandes approches possibles lorsque vous allez vouloir investir via des ETF. Soit vous faites vraiment, vous utilisez un ETF Monde et vous avez besoin que d'un seul ETF et finalement vous êtes complètement diversifié. Ou alors un ETF CAC 40 si vous voulez uniquement vous concentrer sur le marché français. Soit vous allez acheter plusieurs ETF pour faire des combinaisons un petit peu plus sophistiquées. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est de vous montrer des exemples d'ETF CAC 40, ETF Monde pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Alors déjà, au niveau base de données ETF, sur Internet, il y a un petit peu moins de sites Internet que pour les actions. C'est un petit peu plus dur de trouver des moyens de comparer facilement les ETF entre eux. Bon, il y a le site de Boursorama qui est pas trop mal. Vous allez sur Boursorama, Tracker, Palmarès. Et là, vous allez pouvoir quand même, en fonction de vos critères, trouver les ETF qui vous correspondent. Donc là, par exemple, je vais chercher les ETF qui sont éligibles au PEA. Et je vais par exemple prendre donc un ETF Action et on va chercher par exemple un ETF CAC 40. Donc on va prendre Action France et on va prendre grande capitalisation. Voilà, donc là on devrait retrouver les ETF CAC 40. Et là effectivement vous voyez Amundi ETF CAC 40, Lixor ETF CAC 40. Alors déjà vous allez voir que tous les ETF qui sont éligibles au PEA, beaucoup d'entre eux les émetteurs sont soit Amundi soit Lixor. Bon, Amundi c'est une filiale du Crédit Agricole et Lixor c'est une filiale de Société Générale, donc c'est quand même deux émetteurs qui sont rattachés aux plus grosses banques françaises. Donc si demain les banques font faillite, autant vous dire que c'est tout le système qui fait faillite. Donc voilà, on peut quand même avoir confiance dans ces deux émetteurs-là. Donc ce que je vous propose, c'est par exemple de regarder le Lixor ETF CAC 40. Donc là, vous allez directement sur le site de Lixor et vous allez retrouver donc cet ETF où on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc là, si on prend, comme je disais, l'ETF CAC 40, voilà, le Lixor ETF CAC 40 qui cote actuellement 50,7 €. Je crois que ça correspond à 1 centième du cours du CAC 40 actuellement. Et là, on le vérifie, le CAC 40 est à 5100 points, donc il y a un petit décalage qui est peut-être lié si on regarde le carnet d'ordre. Bon, il peut y avoir un petit décalage, mais on est en gros à 1 centième du CAC 40 actuellement. Et après, donc, si on regarde la fiche explicative, on va retrouver un certain nombre d'informations. Donc déjà, sur cet ETF-là, on voit que l'encours sous gestion est de plus de 4 milliards. Donc déjà, on a un encours important, un volume sous gestion qui est largement suffisant pour un investisseur particulier. Le total des frais est de 0,25% par an, donc c'est raisonnable, c'est bien éligible au PEA. On a une méthode de réplication qui est directe, physique, donc comme je vous disais, là c'est bien un fonds commun de placement qui a bien les 40 valeurs du CAC 40 au sein du portefeuille pour faire la réplication. On a une politique de distribution qui est bien de distribuer le dividende, donc ça on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Et l'investissement minimum est d'une part, bon ok c'est 50 € la part à peu près, c'est tout à fait cohérent. La performance du produit. Donc là, en fait, on peut voir sur ce graphique-là, je vais le mettre sur la durée maximale, donc depuis janvier 2010 jusqu'à aujourd'hui. Là, en fait, on voit la différence entre cet ETF et le cours du CAC 40. Et on voit sur une durée d'à peu près 8 ans, le benchmark qui est CAC 40 est de 78% de performance, l'ETF est de 74%. On est quand même, on le voit relativement proche de ce que fait le CAC 40. Et ce petit écart, en fait, vient simplement des frais de 0,25% par an qui forcément vous pénalise un peu au bout d'un certain nombre d'années. Voilà. Mais bon, on est sur une réplication qui est tout à fait cohérente puisqu'on voit que ça suit bien le benchmark. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut voir également, c'est l'historique des dividendes. Donc, ce qu'on voit sur ce tracker, c'est voilà, en 2018, il y a eu 1,59 € de dividendes. En 2017, il y a eu 1,43 plus 0,11. Donc, ça fait 1,53. En 2016, il y a eu 1,66. Bon voilà, on a à peu près un versement qui est aux alentours de 1,60.
de dividendes depuis quelques années. Donc encore une fois, ce dividende-là correspond finalement à la somme des dividendes qui ont été versés par les actions qui composent le tracker. Donc vous voyez 1,6 sur 50 par rapport au CAC 40 actuel, au prix du CAC 40 actuel, on est à peu près à un rendement de 3,2% en plus de la performance du CAC 40. Donc ça c'est par rapport au cours actuel et par rapport évidemment au versement des dividendes qui ont été faits ces dernières années par l'ensemble des sociétés du CAC 40. Information sur l'indice, donc là on peut voir toutes les sociétés qui composent cet indice-là. Donc là évidemment on va retrouver les 40 valeurs du CAC 40, donc on les voit ici. Alors là ils ont juste mis le top 10 de l'indice. Et ce qu'on voit, c'est, vous voyez, Total pèse quasiment 12% de l'indice, Sanofi 7,39, etc., etc. En fait, pourquoi vous n'avez pas une pondération égale? Tout simplement parce que c'est de cette manière-là qu'est calculé le CAC 40. En fait, vous le savez peut-être déjà, l'indice du CAC 40, ce n'est pas la moyenne des 40 valeurs, mais c'est pondéré par rapport à la capitalisation boursière de chacune. Donc, en fait, le Total a un poids beaucoup plus important dans l'indice que Vinci, par exemple, qui a un poids de 3,27%. Et donc, évidemment, ce tracker ayant pour objectif de dupliquer l'indice, il va utiliser exactement la même pondération que la pondération qui est faite pour créer l'indice, tout simplement. Voilà. Et après, on peut voir également donc actif sur le fond. Donc là, on l'a vu également. Et vous avez la documentation où là, vous allez pouvoir regarder le prospectus, etc. Mais là, vous voyez déjà avec ces informations-là, on a vu le plus important. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement, sur votre broker, donc par exemple le broker Boursorama, acheter ou vendre directement cet ETF exactement de la même manière que vous pourrez acheter à des actions. Et si demain, vous avez la volonté d'investir, par exemple, uniquement sur le marché français, à la limite, vous achetez uniquement cet ETF-là et vous n'avez absolument plus rien à faire. C'est-à-dire vous pouvez très bien acheter un ETF type CAC 40 et rester investi pendant des années et des années sans avoir à bouger. Donc, je dirais que là, le temps à y passer est vraiment extrêmement court. Et si vous voulez être beaucoup plus diversifié encore que uniquement un ETF CAC 40, on va par exemple regarder l'ETF Monde qui lui est encore évidemment beaucoup plus large que le CAC 40. Donc on va faire par exemple éligible au PEA. Toutes les actifs, on va prendre actions et on va prendre actions. Donc on doit avoir quelque chose d'international et on va prendre grande capitalisation mixte, rechercher. Et là on va, je pense, trouver les ETF qui nous intéressent. Et vous voyez, vous avez par exemple le Lyxor MSCI World PEA. Donc on va par exemple chercher celui-là sur le site de Lyxor. Voilà, donc là c'est un deuxième exemple où je suis allé sur le tracker World Lyxor PEA Monde, où là l'objectif ça va être de vraiment diversifier sur la bourse à l'échelle mondiale pour être évidemment encore plus diversifié que sur un ETF type CAC 40. Donc là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sur cet ETF? Vous avez un encours sous gestion de 12 milliards, donc là c'est énorme, il n'y a pas de souci. Des totals de frais de 0,45%. Alors là, on est à la limite de ce que je disais tout à l'heure. Bon, à partir du moment où vous êtes sur un ETF monde, on peut peut-être admettre un peu plus de frais, c'est encore raisonnable, puisque si vous étiez amené à vous-même acheter des actions au niveau mondial, ça vous coûterait quand même un petit peu plus cher en frais de transaction en achetant sur des marchés étrangers. Donc là, on peut quand même considérer que c'est raisonnable. Vous avez une méthode d'application qui est indirecte via un swap, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on va être sur un ETF plutôt synthétique. Pourquoi? Parce que comme il y a des actions qui sont hors Union européenne, mais qu'il est éligible au PEA, comme vous pouvez le voir ici, effectivement, du coup, ça vous oblige d'avoir une réplication indirecte pour qu'il reste éligible. D'où aussi le fait qu'il y ait des frais un peu plus élevés que les 0,3 que j'ai indiqué tout à l'heure. Si vous regardez la performance du produit, et par exemple, si on regarde sur la durée maximum, donc l'ETF est créé depuis juillet 2014, vous voyez qu'on a une performance depuis juillet 2014 qui est à peu près de 50%. Alors je vois qu'il y a quand même un benchmark ETF 53,49, donc en fait on est très proche du benchmark. Et d'ailleurs, de façon générale, l'avantage de l'ETF synthétique, c'est qu'il est souvent encore plus précis que l'ETF physique. Voilà, celui-là, si on regarde l'information sur l'indice, on peut voir la composition de l'ETF. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous voulez, comme vous êtes sur un ETF monde, il y a une répartition qui est de la même manière que pour la réplication de l'indice. La pondération des actions va être en fonction de la capitalisation boursière des sociétés à l'échelle mondiale. Et comme, par exemple, les États-Unis pèsent évidemment le plus lourd dans la capitalisation boursière mondiale, vous voyez, l'ETF est composé à 60%
d'actions américaines. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette information-là, parce qu'en fait, lorsque vous achetez cet ETF-là, il faut avoir conscience que vous êtes à 60% sur le marché américain, à 8% sur le marché japonais, à 5% sur le marché anglais, etc., etc. Et en fait, vous voyez que sur cet ETF-là, vous n'avez pas ou très peu les pays émergents, la Chine pesant 0,01%. Et en fait, voilà, là, c'est un peu les limites des ETF monde, c'est que finalement, vous n'allez pas avoir vraiment une réplication de l'ensemble du marché réel, puisqu'il va sous-pondérer les marchés, notamment émergents. Et donc là, c'est plutôt à vous, éventuellement, d'utiliser donc la deuxième méthode un peu plus avancée, qui va consister à faire un mix d'ETF, si vous souhaitez avoir une répartition un peu plus homogène entre les pays dits développés et les pays plus émergents. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ça dans une nouvelle vidéo où je vous montrerai un peu différentes stratégies de construction de portefeuille ETF un peu plus avancées pour avoir éventuellement une répartition plus équilibrée entre les pays et en espérant plus performant dans le temps. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et vous a donné les premières informations et une bonne compréhension de à quoi correspondent les ETF, les trackers, de quelle manière vous allez pouvoir les choisir, les identifier. Et voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis évidemment à très bientôt.